Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour à nous. Alors, comme promis, nous allons vous présenter aujourd'hui le livre de Emmanuel Carrère, Yoga, qui est paru aux éditions POL. Avant tout, peut-être raconter d'abord l'histoire en quelques mots. Yves, si tu veux, je te laisse d'abord la parole. Alors, je vais commencer moi-même. Eh bien, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Emmanuel Carrère pour ses livres L'Adversaire, ou comment s'appelle l'autre livre qui est très... D'autres vies que la D'autres vies, mienne. ou le roman russe. Donc Emmanuel Carrère est un écrivain qui écrit souvent des récits qui sont assez autobiographiques. Mais celui-ci, je dirais, est un des romans qui est, selon la presse et selon lui, le plus autobiographique. Son dernier roman était paru il y a 6 ans et ce roman-là raconte son histoire personnelle. On est en effet en 2015. Emmanuel prend le train à destination du Morvan pour un stage de méditation hardcore, c'est-à-dire que 10 heures par jour, pendant 10 jours, il va être vissé à un zafu, c'est un coussin sur lequel s'assoient les pratiquants du yoga, et il va se concentrer sur la sensation de l'air qui passe par ses narines. Il n'y a pas de téléphone portable, pas de livre, pas d'ordinateur. Les participants qui font donc ce sorte de stage ou cette retraite plutôt vont s'astreindre au silence afin que chacun soit seul avec soi-même. Et c'est justement à ce moment-là qu'Emmanuel Carrère croit, quand il commence au fait cette sorte de retraite, il croit à ce moment-là qu'il est venu à bout de ses démons parce qu'il vit une période plus ou moins assez positive. Il dit d'ailleurs dans le livre, mes livres ont eu du succès, mes livres du passé. Depuis 10 ans, je suis assez heureux en amour. Et je reprends une phrase telle quelle qu'il écrit. Il dit, je me voyais à ce moment-là, peut-être pas comme un homme calme, apaisé et serein, pas tout à fait, pas encore, mais au moins comme un homme qui n'était plus pathétiquement névrosé. Sauf que voilà, à la faveur d'une liaison adultère avec une mystérieuse femme aux Gémeaux, le voilà qu'il va replonger dans son enfer, et avec quelle violence. Il dit d'ailleurs qu'il a été relativement épargné par le malheur ordinaire. Il n'a pas connu de grand deuil dans sa vie, pas de problème de santé ni d'argent, il y a eu des enfants qui ont chacun fait leur chemin, et il dit: j'ai le rare privilège de faire un métier que j'aime. Pour ce qui est du malheur névrotique, par contre, je ne crains personne. Alors nous sommes en 2015, le 7 janvier, une date qui est bien gravée dans nos mémoires, puisqu'il s'agit de l'attentat de Charlie Hebdo, où Emmanuel Carrère, à ce moment-là, n'a aucune conscience de ce qui se passe dans le monde, il vit au fait dans cette retraite et dans ce sorte de séminaire et de rencontre avec lui-même qu'il a entrepris. Et il ne sait pas ce qui est arrivé jusqu'à un moment où il reçoit un coup de fil de la compagne de Bernard Maris qui a été tuée lors des attentats. Et donc il lui demande de faire un discours en l'honneur, je dirais, de la mort de son mari. Donc le projet initial de se retrouver soi-même se trouve bien entendu brisé, puisque Emmanuel Carrère doit quitter et est contraint de quitter cet endroit pour revenir finalement vers la réalité. Pour revenir vers le monde réel, il explique très bien qu'il n'était pas particulièrement proche de Bernard Maris, mais que Hélène, en revanche, était une amie proche pour lui, et que, comme elle lui demande de prononcer un discours à l'enterrement de Bernard, il va le faire. Le retour à la réalité du monde se passe de manière extrêmement brutale. Il est en train de dormir. Il y a quelqu'un dans cette espèce de... C'est pas un ashram, mais dans la retraite, qui vient le tirer du sommeil pour lui dire qu'il s'est passé des événements graves, mais que personne dans sa famille n'est directement concerné. Donc il va partir.
et il va commencer Sombrer de plus en plus. il dégringole, Ouais. ni plus ni moins, et à ce moment-là commence une toute autre partie de son livre, et qui s'intitule L'histoire de ma folie. L'histoire de ma folie, et dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard, et où il est interné à Sainte-Anne. Il est mis sous traitement antidépresseur important, et en même temps, il reçoit des électrochocs. Et sa vie, son état s'améliore petit à petit. Il va sortir de là avec le désir d'avoir une activité dans le bénévolat, et il va rejoindre une ONG à Lesbos, si mon souvenir est exact, où il va s'occuper des immigrés, et il y a une histoire qui va prendre place dans ce camp entre lui, une femme qui s'appelle Frédérica, et 4 immigrés, un Syrien et 3 Afghans. Il cite à un moment donné une lettre écrite par un garçon de 15 ans pendant les grandes purges soviétiques, 2 lettres. Et dans la seconde, l'enfant de 15 ans écrit à sa grand-mère « Je continue à ne pas mourir ». Et c'est le titre qu'il va donner à la 5e et dernière partie de son ouvrage. Voilà, en gros, c'est le retour à la vie réelle, si je puis dire, à la vie concrète, quand il sort de cette retraite, lui fait mesurer en fait l'état dans lequel il est et tout ce qui se passe autour de lui. Alors il y a tout un débat autour du livre, parce que il y a des gens qui ont adoré ce livre et d'autres qui l'ont aimé beaucoup moins. C'est d'ailleurs le cas de Yves et moi-même, puisque moi j'ai beaucoup aimé ce livre, et je vous expliquerai pourquoi, et Yves vous expliquera pourquoi il a moins aimé celui-là. Moi, avant tout, ce que j'ai aimé chez cet écrivain, c'est la franchise de son écriture. Parce que finalement, c'est un écrivain célébré qui n'hésite pas à aborder un sujet tabou de la maladie mentale, parce qu'il ne nous épargne en rien finalement de son traitement, de ses injections de kétamine, de ses pulsions suicidaires. Il y a même un moment, un passage dans le livre où il demande à être euthanasié, et on appelle, c'est presque comique, son frère, et on lui dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'euthanasie ou pas. Et d'ailleurs, il dit dans un entretien qu'il a accordé au magazine Le Point, il dit « C'est peut-être très prétentieux, mais je pense que cela fait du bien au public que je parle de problèmes qu'eux-mêmes connaissent, que quelque part le public se dit, en l'écoutant et en le lisant, je ne suis pas seul. » Et dans l'Observateur, il dit « J'ai tendance à penser qu'on fait toujours œuvre utile et bienfaisante en faisant état de sa propre misère, parce que nous avons tous en commun d'être absolument misérables. » Alors, je n'ai pas trouvé cette écriture impudique, pas du tout. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'au départ, Emmanuel Carrère voulait écrire un petit guide subtil et souriant sur le yoga, comme il le dit finalement dans le livre. Il le dit et le répète sans cesse. Exactement. Oui. Et puis finalement, il va accoucher d'une histoire très personnelle sur la dépression et la quête du bonheur. Et moi, l'intérêt du livre, s'il y en a un, c'est justement que, je dirais que s'il y en a un dans cet intérêt du livre, c'est justement d'être
précisément un livre sur ces choses qu'a priori on ne met pas sous la même couverture. C'est-à-dire que nos tentatives d'accéder à une certaine sérénité et par ailleurs, de l'autre côté, toutes les forces qui sapent ce désir, en fait on voit très bien ce jeu entre ces deux pôles, entre d'un côté cette volonté finalement d'accéder à une sérénité, et j'ai beaucoup apprécié finalement l'écriture quand il parle de la méditation, parce que moi-même étant étrangère à la méditation et étant personnellement très nerveuse, j'ai aimé la façon dont il décrit la méditation, la façon dont il raconte comment il suit finalement son air qui rentre, qui passe par les narines pour petit à petit sortir. Enfin, il explique tout le déroulement de son corps, comment petit à petit ce corps lâche prise. Et je trouve qu'il y a dans sa façon d'écrire, je parle uniquement au niveau de la méditation, parce qu'on sent que c'est un homme qui a de l'histoire dans la méditation et le yoga, qui a une certaine expérience. C'est intéressant, je trouve, pour les gens qui sont extérieurs à ça, d'essayer de comprendre à quel point le yoga et la méditation peuvent amener une forme de sérénité mentale, qui pour moi est quelque chose de très incompréhensible, et je trouvais que ça a été très très bien décrit dans le livre. Et même si il sombre finalement dans la dépression, le yoga ne l'empêche pas tout à fait de sombrer. Disons que le livre essaye plutôt de creuser cette donnée fondamentale de nos vies, qui est justement cette alternance entre les ombres et la lumière. Et ce par quoi on essaye de monter et ce qui nous fait descendre. Et donc, à travers son histoire particulière, il raconte justement cette tension qui est universelle, qui existe finalement en chacun de nous. Alors, avant de parler, j'avais encore envie de dire que, bien sûr, il y a des gens qui ont fortement critiqué le livre, et je comprends aussi ce qu'ils expliquent, même si moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, parce que je n'ai pas attendu ça du livre. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, tout est très factuel. L'écriture n'est pas sublimée, les phrases ne sont que des exposés de sensations immédiates, de pensées immédiates, et elles sont écrites telles quelles le sont dans un journal intime ou dans un journal individuel, où finalement ce que l'auteur fait, c'est ne simplement que énoncer les faits. Alors moi, ça ne m'a pas choquée. Mais c'est vrai que certains diraient que ça manque de style, parce que finalement le style, c'est donner à voir une face du monde qui est énigmatique, car jamais perçue, ce qui crée l'aspect de l'étrangeté, et c'est ce que ne fait pas le livre d'Emmanuel Carrère, parce qu'il est tellement factuel. Et donc, finalement, la donnée immédiate du monde n'est pas suffisante. Alors, justement, dans le style, on va essayer de cette donnée qu'on reçoit, on va essayer de la travailler, de la malaxer, de la saisir. Et c'est ça, finalement, l'art de l'écriture. Et je pense que c'est là-dessus qu'il a souvent été critiqué, qu'il a été critiqué, finalement, dans son livre. C'est que ce livre, en fait, n'exprime pas, mais il ne fait que énoncer des faits. Et donc, le fond et la forme ne disent rien de plus qu'un exposé. Et donc, je peux comprendre que des gens qui cherchent de la grande littérature n'ont pas trouvé finalement leur compte dans ce livre. Alors moi, j'ai pas aimé ce livre. J'avais énormément aimé D'autres vies que la mienne. Je n'ai pas aimé ce livre qui est pourtant remarquablement bien écrit, qui a un atout important de mon point de vue. Il désacralise la méditation. Il dit d'une certaine manière que on peut méditer n'importe où, n'importe quand, que simplement et qu'il n'y a pas besoin pour ça de prendre l'attitude du yogi, etc., etc. Pourquoi est-ce que je n'ai... Ça, c'est ce que je trouve bon dans le livre. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, ce sont c'est à partir du 3e chapitre, à partir du 2e chapitre, qui s'intitule 1825 jours, quand il sort
son lieu de méditation et qu'il reprend contact avec la vie. Je trouve que c'est très 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 bien écrit. C'est des phrases qui à certains moments sont un petit peu longues. Il dit s'inscrire dans la filiation de Montaigne. Moi qui suis un fou de Montaigne, je dois dire que ça m'a un petit peu gêné. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé ce livre? Parce que je le trouve d'une certaine manière indécent. Certes, la dépression est une maladie on ne peut plus commune. C'est une maladie universelle, c'est une maladie éminemment démocratique, c'est une affaire entendue, mais je ne trouve pas d'une nécessité absolue le fait de raconter la chambre à Sainte-Anne, le traitement par la kétamine, les 3 premières injections se passent bien, la 4e est une catastrophe. Je trouve pas absolument nécessaire de parler des électrochocs qui ont changé de nom entre-temps. Voilà, c'est ça qui m'a gêné dans ce livre. Je peux pas dire que je l'ai détesté, j'ai pas détesté du tout ce bouquin, j'ai été au bout des 395 pages, je crois, 92 pages, mais c'est un livre qui ne m'a pas apporté ce que j'attendais de lui, comme le disait Anouk, on peut attendre certaines choses d'un bouquin. Moi, j'ai pas trouvé ce que j'attendais dans ce livre. Une fois encore, la dépression, c'est quelque chose que je connais. J'en ai soigné pendant 40 ans de ma vie, donc vraiment, je connais. C'est remarquable, d'ailleurs, c'est un livre à conseiller pour cela à de jeunes étudiants en médecine, parce qu'ils auront un tableau absolument complet et très très clair de ce que c'est que cette maladie. Le reste, je ne sais pas comment le dire. C'est pas la nonchalance de l'écriture qui m'a gêné. Il y a une forme de nonchalance, mais ce n'est pas tellement ça qui m'a gêné. C'est pour moi, c'est plus d'une certaine manière un reportage qu'un livre à proprement parler. Je comprends. Moi, je n'ai pas senti l'impudeur. Par contre, je peux comprendre à quel point c'est difficile pour un écrivain de décrire la dépression telle qu'elle est vécue, parce que il faut vraiment avoir accès aux mots. Et je trouve qu'il l'a décrit justement, et c'est à son honneur, parfaitement bien, de la même façon que la méditation et le yoga dans ce livre, mais surtout la méditation, il déculpabilise finalement les gens qui n'y ont pas accès et montre, en fait, il montre qu'en fait c'est pas si difficile d'y avoir accès et si on n'y arrive pas du premier coup ou si on pense à autre chose pendant qu'on médite, il n'y a rien de négatif à cela. Donc finalement c'est une écriture, c'est vrai, très factuelle, mais qui parle directement au lecteur et que finalement c'est une écriture dans laquelle et aussi par sa forme et par son sujet, à travers laquelle beaucoup de lecteurs peuvent se reconnaître, parce que beaucoup de gens connaissent de telles souffrances, et puis ça fait toujours du bien de se dire, ah ben tiens, lui aussi, au moins je me sens moins seul. Donc, ça, pour moi, c'est le côté positif. Là, si personnellement, j'avais quelque chose à dire de négatif au sujet du livre, c'est justement dans la dernière partie, contrairement à Yves, parce que je trouve que la dernière partie, quand il est justement sur l'île de Lesbos avec ses réfugiés, c'est un peu un happy end qu'il nous propose, parce que finalement, ce qu'on déduit, même si ce n'est pas écrit tel quel, c'est qu'il guérit en réalisant, enfin, il guérit pas seulement grâce à ça, bien sûr, les traitements l'ont aidé, etc., mais il guérit aussi en réalisant qu'il y a pire que lui, que ces jeunes sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas la chance que lui, il a, et je trouve que ça fait un peu happy end bâclé. C'est mon avis. Alors, je ne suis pas d'accord là-dessus non plus. Je trouve que l'histoire, ce chapitre, le 4e, qui s'intitule Les garçons, qui se passe sur l'île de Lesbos,
je trouve que il montre très bien dans tout ce chapitre l'évolution positive de la guérison de la dépression. Petit à petit, il reprend contact avec la réalité, il reprend contact avec le monde, il prend contact avec des enfants, parce que ce sont les quatre là sont des enfants. Il prend contact avec des enfants qui ont été extrêmement maltraités, qui sont des déracinés. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé en a 17. Sont des enfants déracinés. Mais lui, qui va s'occuper d'eux, qui va les aider, y compris économiquement, petit à petit, continue à sortir de sa dépression, et finalement, il en sort d'une manière plutôt agréable à lire, si je puis dire, parce que c'est non pas optimiste, mais parce que à ce moment-là, il est capable de donner quelque chose à quelqu'un, ce dont il n'était absolument pas capable pendant la période la plus intense de sa maladie. Alors moi j'ai encore juste une chose à dire face aux gens qui finalement déplorent ce style très factuel, c'est que finalement dans ce livre il s'agit finalement de dépasser cette lecture strictement biographique et donc sans aucun intérêt littéraire. Parce que pour lire ce que l'écrivain a fait de cette expérience, il faut voir qu'il crée non seulement avec ce qu'il avait prévu et commencé d'écrire, mais aussi avec la manière dont le réel est venu percuter son projet initial et dont lui-même a surmonté cette crise pour composer un livre qui est dans son ensemble profondément différent des livres précédents. Et donc en ça, je trouve que quelque part, comme j'avais dit au départ de l'émission, et Yves l'a dit aussi, il avait prévu d'écrire un petit livre sympathique sur le yoga. Et subtil. Et finalement, eh bien, en vivant cette expérience traumatique, je dirais, il y a quelque chose d'autre qui en est sorti. De toute façon, c'est à vous de juger justement ce livre-là. Et, comme tous les autres, voilà, c'est à vous de juger. Exactement. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un livre très dur de Camille de Toledo. Qui lui a fait notre unanimité. Tout à fait. Il s'agit de Thésée, sa nouvelle vie, de Camille de Toledo, un livre également nommé au Goncourt et qui, je le pense, le mérite vivement. Bonne soirée, Yves. Bonne soirée à nous. À bientôt. À bientôt.